vivait initialement à Bristol, en Angleterre, et a rencontré Andrew Innes, 52 ans, originaire de Dundee, en Écosse, sur Internet. Benny Lynn et Jellica ont ensuite perdu le contact avec leurs familles aux Philippines et en Angleterre. La police a été informée de leur disparition et a perquisitionné le domicile d'Innes, situé sur Troon Avenue à Dundee. Lors de la perquisition, les corps de Benny Lynn et Jellica ont été découverts enterrés sous le plancher de la cuisine. Innes est accusé d'avoir tué la mère puis la fille et d'avoir dissimulé les corps sous le plancher. La police a qualifié l'affaire de choquante, cruelle et profondément troublante. Après avoir commis le crime, les corps de la mère et de la fille ont été enterrés sous le plancher de la cuisine. Revenons sur l'histoire de Benny Lynn et Jellica Burke. Benny Lynn Burke, âgée de 25 ans et originaire des Philippines, était une femme profondément appréciée pour sa personnalité chaleureuse et amicale, ainsi que pour l'attention constante qu'elle portait à ceux qui l'entouraient. Sa sœur, Sheila, a déclaré qu'elle ne connaissait personne qui ne l'adorait pas. Benny Lynn se consacrait à ses études, travaillant avec détermination et conviction, persuadée que l'éducation était la voie susceptible de transformer son avenir. Tout au long de son parcours académique, Sheila a travaillé pour la soutenir, et leur père, Benedicto, a indiqué que toute la famille s'était mobilisée afin d'aider Benny Lynn à obtenir son diplôme. Ses proches la décrivaient comme intelligente, bienveillante, belle et digne de confiance. Elle était profondément attachée à sa famille et la plaçait toujours au premier plan. Son frère a confié que Benny Lynn le protégeait des personnes qui le harcelaient. En 2015, Benny Lynn a rencontré Lexington Burke, un homme originaire d'Angleterre. Par l'intermédiaire d'un site de rencontres en ligne, leur relation s'est rapidement développée pour devenir sincère et engagée. Et lorsque Lexington s'est rendu aux Philippines, ils ont célébré une cérémonie de mariage chaleureuse à Samar le 28 juillet 2018. Un mois après le mariage, le 19 août 2018, Benny Lynn et Lexington ont accueilli avec joie leur première fille, la petite Jellica, qui est devenue la fierté et la lumière de toute leur famille, lors du premier anniversaire de Jellica. La famille a décidé de s'installer au Royaume-Uni, un tournant majeur, et également la première fois que Benny Lynn quittait son foyer aux Philippines. Elle emportait avec elle la conviction et l'espoir qu'un avenir prometteur les attendait, au Royaume-Uni. Benny Lynn s'est rapidement adaptée à sa nouvelle vie, travaillant avec détermination afin de construire une base solide pour sa petite famille et d'envoyer de l'argent à ses parents et à ses frères et sœurs restés au pays. Son entourage la décrivait comme dévouée, douce et toujours animée d'une grande détermination. Mais à la fin de l'année 2020, le bonheur a commencé à se fissurer. Le mariage entre Benny Lynn et Lexington touchait à sa fin. Et elle a été contrainte d'emménager dans un logement temporaire d'urgence, un petit appartement situé au premier étage à Kingswood, à environ 3 miles de Bristol, malgré ces circonstances difficiles. Benny Lynn a continué de recevoir de la bienveillance et du soutien de nouveaux amis, en particulier d'un groupe de mères à Bath qui partageaient souvent avec elle de la nourriture, des fournitures et une attention sincère. Bien que leur relation ait pris fin, les deux ont maintenu un respect mutuel et se sont accordés sur les modalités de prise en charge de Jellica. À la fin du mois de février 2021, Lexington a commencé à s'inquiéter lorsque plusieurs jours se sont écoulés sans qu'il puisse joindre Benny Lynn. Elle ne répondait ni à ses messages, ni à ses appels, malgré ses tentatives répétées, même lorsqu'il a laissé un mot dans la boîte aux lettres. Il n'a reçu aucune réponse. Dans le même temps, le service des affaires sociales a également tenté de contacter Benny Lynn après qu'elle a manqué un rendez-vous important. Lorsqu'aucune prise de contact n'a été possible, Lexington s'est montré de plus en plus inquiet et a finalement alerté la police. Le 1er mars 2021, Benny Lynn, la petite Jellica et une autre fillette d'environ 7 ans ont été officiellement signalées disparues. Toutefois, pour des raisons juridiques, l'identité de l'enfant n'a pas été divulguée afin de garantir sa confidentialité et sa sécurité. Et dans l'ensemble des documents officiels, elle a été désignée sous le pseudonyme de Jane Doe. Lorsque la police d'Avon et du Somerset a commencé l'enquête,
Elle a rapidement mis au jour les premiers éléments. Un véhicule a été identifié se dirigeant vers le Gloucestershire au moment où les 3 personnes ont été vues pour la dernière fois. Avant de poursuivre sa route vers le nord et de franchir la frontière en direction de l'Écosse, des images de vidéosurveillance ont montré le conducteur s'arrêtant pour faire le plein dans une station-service. À partir de ces éléments, les enquêteurs ont contacté la police Scotland afin de coordonner et d'élargir les recherches du véhicule. Le véhicule a été identifié comme étant immatriculé au nom d'un homme appelé Andrew Innes, qui avait quitté Dundee pour se rendre dans le sud afin de venir chercher Benny Lynn et les 2 enfants durant cette période. Malgré le décalage horaire entre les Philippines et le Royaume-Uni, Benny Lynn et sa sœur Sheila avaient continué à conserver leur habitude de communiquer régulièrement en ligne, s'appelant souvent en visioconférence et partageant chaque petit détail de leur vie jusqu'à leur dernière conversation. Le jeudi 18 février 2021, lors de cet appel, Benny Lynn a indiqué qu'elle se trouvait dans la voiture d'Andrew et qu'ils étaient en route vers l'Écosse. Sheila, intriguée, lui a demandé si elle pouvait voir l'homme et Benny Lynn a souri, a tourné son téléphone et a montré Andrew assis au volant. Il n'y avait ni valise ni effet personnel pour un long voyage, tout indiquant qu'il ne s'agissait que d'une courte visite, quelques jours après l'arrivée de Benny Lynn en Écosse. Et sa sœur Sheila a commencé à éprouver un malaise, car le silence de Benny Lynn était inhabituel, elle ne répondait plus aux messages ni aux appels vidéo comme elle le faisait toujours. Ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Le samedi 20 février 2021, l'inquiétude s'est transformée en peur et, sachant que Benny Lynn se trouvait avec Andrew Innes, Sheila a décidé de lui envoyer 2 messages. « Hi, hello sir. What happened to my sister? » Le lendemain, elle a reçu une réponse. « It's a little bit long story. But don't worry, she's perfectly fine. » Sheila a répondu « What happened to my sister? Sir, plus tell me. » Andrew a répliqué « I met her on a dating website, and we chatted for a long time, then I went down to visit her. Where is she now? A demandé Sheila. She's in Glasgow. She didn't tell me her whole story before. I only found out last weekend. I thought she was divorced already, but it seems she wasn't 100% honest with me about that. » Il a déclaré qu'il avait emmené Benny Lynn et les 2 enfants dans un café à Glasgow, où ils avaient rencontré un autre homme que Benny Lynn connaissait en ligne. Un homme qu'Andrew affirmait ne pas connaître du tout. Il a également expliqué que Benny Lynn souhaitait quitter Bristol et se cacher à son domicile parce qu'elle croyait que son ancien mari Lexington tentait d'obtenir la garde de la petite Jellica et pourrait la faire retirer du Royaume-Uni. Andrew a insisté sur le fait que Benny Lynn était totalement en sécurité et a indiqué qu'il lui avait conseillé de se débarrasser de son téléphone portable si elle voulait réellement échapper à l'attention des autorités. Ces paroles n'ont fait qu'accroître l'angoisse de Sheila, pressentant que quelque chose n'allait pas. Elle a supplié de pouvoir parler directement à sa sœur, espérant entendre la voix de Benny Lynn et être rassurée sur son état. Il a répondu « I expect she will get in touch with you once she gets settled down. » D'autres messages ont été échangés. Sheila écrivant « Sir, can you tell me my sister is alive? » Andrew a répondu « Scotland is a very peaceful country. We don't have much crime at all. Please try not to worry. I'm sure your sister is perfectly safe. » 4 jours plus tard, Sheila a de nouveau contacté Andrew Innes, espérant obtenir la moindre information au sujet de sa sœur. Cette fois, il a donné une version différente, affirmant que l'homme que Benny Lynn avait rencontré au café à Glasgow lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il « are settling down very well into the new routine ». Andrew a ajouté que « she is very happy she found a good guy and extremely relieved because her daughter won't be taken away from her. Nothings ». Après cela, il a déclaré à Sheila qu'il souhaitait mettre fin à toute communication et a affirmé qu'il allait « wipe all of my technology clean ». Non seulement pour « protect myself », mais également, selon ses propres termes, pour « protect Benny Lynn », au cas où la police perquisitionnerait son domicile et découvrirait un élément susceptible de conduire jusqu'à elle. Sheila est devenue encore plus méfiante et a supplié Andrew d'envoyer une vidéo de Benny Lynn afin de prouver que sa sœur était en sécurité. Quelque temps plus tard, il a transmis un court extrait dans le message qui l'accompagnait. Sheila a écrit « I hope we can talk again, sir ». Et Andrew a répondu brièvement «
Maybe one day we can, once everything is settled down. Toutefois, la vidéo envoyée par Andrew n'était pas récente. Il s'agissait d'un ancien enregistrement. À 3h20 du soir, le 5 mars 2021, des policiers ont été dépêchés au 21 Troon Avenue. L'adresse associée au véhicule, liée à la disparition le domicile d'Andrew Innes, âgé de 50 ans, à leur arrivée. Le véhicule était stationné juste devant la maison et, à côté, un grand conteneur à déchets rempli d'objets tels qu'un vieux matelas et des briques cassées a immédiatement attiré leur attention. Les agents ont frappé à la porte et Andrew Innes l'a entrouverte légèrement, juste assez pour parler. Il a refusé de les laisser entrer, affirmant qu'il s'isolait et que « My daughter has just come out of the bath and needs to get dressed » à travers l'étroite ouverture. Les policiers ont aperçu Jane Doe, la fillette de 7 ans, entièrement vêtue à l'intérieur. Leur expérience professionnelle leur a indiqué que quelque chose n'allait pas. Et ils ont insisté fermement pour entrer. Une fois le seuil franchi, la scène à l'intérieur les a mis mal à l'aise, la maison étant en désordre. Avec des effets personnels éparpillés comme au milieu de travaux inachevés. Des outils de cuisine étaient reposés sur l'escalier et la cuisine était entièrement vide, la cuisinière et les placards avaient été retirés. Dans le salon, Jane Doe était assise et regardait des dessins animés. Un agent s'est approché d'elle avec douceur et lui a posé quelques questions. Et l'enfant a confirmé qu'Andrew n'était pas son père. Il n'avait aucun lien de parenté. Interrogé. Andrew Innes est apparu calme et a répété la même version que précédemment, affirmant qu'il avait conduit Benny Lynn et Jellica dans un café à Glasgow, où elles avaient rencontré un autre homme et qu'il n'avait « had no contact with them since ». Les policiers ne l'ont pas cru. Puis, sans avertissement, Andrew a fait des déclarations qui ont plongé toute l'équipe d'enquête dans un silence stupéfait. Il a déclaré qu'il avait causé sa mort. Il a indiqué qu'elle se trouvait sous le plancher. Il a dit qu'il s'était disputé lorsqu'on lui a demandé où se trouvait Jellica. Il a répondu qu'elle était sous le plancher avec sa mère, ajoutant qu'il ne pouvait pas s'occuper d'un enfant et que celle-ci avait paniqué. Andrew Innes a été immédiatement placé en garde à vue sur les lieux et Jane Doe a été mise en sécurité par la police. Le lendemain, le 6 mars 2021, Andrew a été officiellement inculpé en lien avec les décès de Benny Lynn et de sa fille Jellica. À mesure que l'affaire s'est répandue, les habitants de Troon Avenue se sont rassemblés pour rendre hommage à la mère et à l'enfant, déposant des fleurs, des cartes et des jouets en mémoire de Benny Lynn et Jellica. Parallèlement, les enquêteurs ont commencé à reconstituer les événements ayant conduit à l'affaire. Ils ont appris que Benny Lynn avait utilisé un site de rencontre appelé Filipino Cupid, espérant se faire des amis alors qu'elle vivait loin de chez elle. C'est là qu'elle a rencontré Andrew Innes, un homme de 50 ans originaire de Dundee. Au départ, leurs échanges étaient informels, mais ils ont ensuite évolué vers des appels vidéo fréquents. Selon les enquêteurs, Andrew a progressivement orienté les conversations vers un registre personnel et a formulé des demandes qui ont mis Benny Lynn mal à l'aise. Elle a refusé, restant polie et réservée. Il lui a ensuite proposé un emploi à temps partiel, promettant un revenu stable et un logement. Benny Lynn a répondu que, si l'offre était légitime, elle pouvait travailler à distance depuis Bristol. Le 12 février 2021, ils ont convenu de se rencontrer en personne. Des données ont par la suite montré qu'avant cette date, Andrew avait effectué plusieurs recherches sur Internet concernant les taux de criminalité en Écosse, l'utilisation du chloroforme et les espaces de stockage sous les planchers. Malgré les strictes restrictions de déplacement liées à la Covid-19 encore en vigueur dans l'ensemble du Royaume-Uni. Il a parcouru plus de 400 miles depuis Dundee jusqu'à Kingswood pour la rencontrer. Benny Lynn, connue pour sa gentillesse, a éprouvé de la compassion lorsqu'elle a appris qu'Andrew dormait dans sa voiture parce qu'il ne pouvait pas réserver un hôtel et qu'il n'était pas autorisé à rester dans son immeuble. Souhaitant changer d'environnement, elle a accepté de voyager avec Andrew en Écosse pour le week-end. Des photographies récupérées par la suite ont montré Benny Lynn, sa fille Jellica et Andrew visitant ensemble plusieurs endroits autour de Dundee. Mais quelques jours plus tard, des caméras de surveillance ont enregistré Andrew achetant du gravier et des outils de réparation pour la maison.
Le lendemain, un grand conteneur à déchets a été livré devant son domicile. À ce stade, la police a compris qu'elle faisait face à une enquête extrêmement complexe. Après la mise en garde à vue d'Andrew Innes, la police Scotland a officiellement élargi les recherches au domicile de Troon Avenue. Compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, elle a sollicité l'assistance d'équipes médico-légales spécialisées, ainsi que d'experts en anthropologie, en archéologie et en géologie, afin de déterminer si les déclarations d'Innes étaient véridiques. Les fouilles ont été lentes et minutieuses, réalisées centimètre par centimètre dans des conditions difficiles. Elles ont duré 2 semaines complètes. Le 19 mars 2021, leurs efforts ont conduit à une conclusion tragique. Benny Lynn et Jellica ont été retrouvés à environ 3 pieds sous le plancher de la maison. Aux Philippines, Sheila, la sœur de Benny Lynn, a reçu un appel de Lexington, l'ancien mari de sa sœur. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Elle a dû appeler ses parents pour leur annoncer la terrible nouvelle. La perte était immense. Sheila ne parvenait pas à dormir et continuait d'envoyer des messages à Benny Lynn sur Messenger, comme dans l'espoir d'un miracle. Sur les réseaux sociaux, le frère endeuillé de Benny Lynn a partagé un message. « We miss you so much, since you left the Philippines, sister. I remember how we used to play and how you made me dance. You always made us happy. We will never forget you. » À mesure que l'enquête se poursuivait, un portrait plus précis d'Andrew Innes a commencé à se dessiner. Sur le papier, Innes apparaissait comme un développeur informatique bien formé, sans antécédents judiciaires. Les registres indiquent qu'il est né en 1970 sur une base militaire en Allemagne. À 24 ans, il a quitté Derby pour s'installer à Dundee et a commencé à travailler pour DMA Design, une société connue pour avoir développé plusieurs jeux vidéo majeurs, après avoir obtenu son diplôme de l'université d'Aberdeen. Pour ses collègues, il semblait intelligent, introverti et discret. Sa vie l'a ensuite conduit sur plusieurs continents. Il a épousé une femme japonaise, s'est installé au Japon, a eu 3 enfants avec elle, puis a vécu un temps en Californie avant de retourner en Écosse. Mais en 2019, le mariage avait pris fin et Innes a été expulsé du Japon, contraint de revenir au Royaume-Uni, séparé de son épouse et de ses enfants. Les enquêteurs ont par la suite découvert qu'Innes était membre de plus de 30 sites de rencontres en ligne, dont beaucoup étaient des plateformes orientées vers des communautés asiatiques. Ce qui a profondément troublé les autorités n'était pas le nombre de comptes, mais un système qu'il avait lui-même conçu, un outil d'extraction de données. Cet outil lui permettait de collecter et de trier des profils d'utilisateurs selon l'âge, l'apparence, le poids, la taille et, de manière notable, la présence de jeunes enfants. Dans cet ensemble de données, les femmes âgées d'une vingtaine d'années à la fin de la vingtaine et ayant de jeunes enfants étaient classées en tête. Une fois l'emplacement où Benny Lynn et sa fille Jellica avaient été retrouvés confirmés, les analyses médico-légales ont progressé rapidement. Des spécialistes ont procédé à des examens post-mortem qui ont révélé que Benny Lynn avait subi de multiples blessures graves, notamment un traumatisme crânien important et des lésions internes. Ces conclusions ont conduit les enquêteurs à estimer qu'elle était probablement décédée le 23 février 2021, le même jour où des caméras de surveillance ont filmé Andrew Innes dans un magasin de bricolage B&Q à Dundee, achetant des outils de réparation et du gravier. Lors d'un interrogatoire ultérieur, lorsque le détective constable Paul Hardy lui a demandé à quel moment Benny Lynn avait été placé sous le plancher, Innes a déclaré « She came on the Friday. We were supposed to spend the weekend together. I saw she had been talking to about 50 men on her phone. » Il a ajouté « It was Monday or Tuesday. It took me some time to get through the concrete. » Il a ensuite affirmé « There was an argument. She came at me, and I reacted, and now she didn't survive. There was no planning. She came at me with a sharp object. » Ces explications se sont rapidement effondrées après l'examen des enregistrements de vidéosurveillance. Les images montraient Innes au magasin B&Q de King's Cross Road à Dundee, achetant des outils de réparation, dont un marteau ultérieurement identifié comme étant directement lié à l'affaire. Dans sa première déclaration, Innes a affirmé avoir agi par crainte pour sa vie, décrivant une réaction désespérée. Peu de temps après, il a modifié sa version,
déclarant avoir subi des hallucinations auditives et entendu des voix qui lui auraient fait perdre le contrôle. Ces récits changeants ont renforcé la conviction des enquêteurs qu'il ne s'agissait pas d'un acte spontané, mais d'une succession d'actions suivies d'une dissimulation. Selon les conclusions de l'enquête, la confrontation a débuté alors que Benny-Lynn se trouvait dans la cuisine, préparant de la nourriture pour ses enfants. En un bref instant, elle a été frappée par surprise par derrière et s'est retrouvée désorientée. Inès a ensuite quitté la cuisine, s'est rendue dans son bureau, a récupéré un objet à longue lame qu'il a plus tard décrit comme un samurai sword, puis est revenue. Les événements qui ont suivi se sont déroulés en quelques minutes seulement, sous les yeux de Jane Doe, âgée de 7 ans, qui est restée figée par la peur, incapable de faire autre chose que de demeurer silencieuse. Alors que le silence s'installait dans la maison, Inès a commencé à tenter de dissimuler ses actes, en utilisant des objets trouvés à l'intérieur du domicile. Il a recouvert Benny-Lynn avant de la placer sous le plancher de la cuisine. Après son décès, pendant les 2 à 3 jours suivants, Andrew Innes a gardé Jellica à l'intérieur de la maison. L'enfant de 2 ans n'avait aucune conscience du danger dans lequel elle se trouvait. Durant cette période, Jellica a subi un traitement profondément préjudiciable et inacceptable de la part de l'homme en qui elle avait confiance. Finalement, les actes d'Inès ont causé à l'enfant un préjudice irréversible, résultant d'un traumatisme physique sévère. Il a ensuite placé Jellica à côté de sa mère et a déclaré plus tard aux enquêteurs « She wanted to be with her mom. I thought that made sense. » Les analyses médico-légales ont confirmé la présence d'éléments biologiques dans le domicile correspondant à Inès et à Jellica, ainsi que d'autres preuves recueillies sur les lieux. Par la suite, Inès a dit à Jane Doe que Benny-Lynn and Jellica were at the hospital, semblant dissimuler la réalité complète des faits. Lors des interrogatoires, In n'a manifesté aucun remords, se concentrant plutôt sur lui-même et relatant ses actes d'une manière froide et détachée. Les enquêteurs ont également entendu Jane Doe, qui a expliqué qu'Andrew Innes détenait un objet lourd et l'avait utilisé lors de l'incident impliquant Benny-Lynn. L'enfant a déclaré « I tried to call the police, but I couldn't speak ». Elle a précisé qu'il jouait à cache-cache lorsque quelque chose est arrivé à Jellica. « I didn't know where she was. I just saw him close the bathroom door. S'est-elle souvenue? I couldn't do anything. I just stood there and didn't understand what was happening. » Pendant qu'elle était maintenue à l'intérieur du domicile, Jane Doe a également subi un traitement sévère et un contrôle strict. Elle a indiqué aux enquêteurs qu'après avoir restreint ses déplacements, Inès lui donnait parfois de petites sommes d'argent, même seulement quelques pièces, comme moyen de manipulation. Elle a décrit son enfermement en ces termes « Andrew tied a car across the doors so I couldn't open them. He only untied it when he came back. I told him I wanted to go with him. That was the only way I thought I could get out. » Selon son témoignage, son projet initial était de les emmener à la mer. Mais il les a finalement placés sous le plancher de la cuisine, car il rénovait cette pièce à ce moment-là. Le procès a également révélé un aspect profondément contrôlant et possessif de la personnalité d'Inès. Il a admis s'être mis en colère autrefois simplement parce que son ex-épouse avait changé d'apparence sans lui en parler. Pendant sa détention, Inès a aussi indiqué avoir eu des pensées d'automutilation au moyen d'un cordon électrique. À certains moments, il a fondu en larmes à la barre des témoins. Mais de nombreux observateurs ont estimé que ses remords étaient incohérents et peu convaincants. Une part importante du procès a été consacrée à l'évaluation de son état mental. Le docteur Gordon Cowan, psychiatre légiste, a déclaré avoir rencontré Innes à 8 reprises après son arrestation. Au 4e jour de son témoignage, le docteur Cowan a expliqué que le récit d'Innes avait changé à plusieurs reprises depuis sa détention. Au départ, Innes affirmait avoir agi en état de légitime défense. Par la suite, il a déclaré avoir entendu des sons qui n'étaient pas réels. Finalement, il a suggéré que ces 2 éléments étaient présents. Le Dr Cowan a indiqué au tribunal « It is clear that he held resentment toward former partners and that the woman in front of him somehow reminded him of those women, triggering an intense and uncontrollable anger toward her. » S'adressant au juré, le Dr Cowan a précisé qu'Inès décrivait avoir entendu une voix intérieure l'exhortant à causer du tort, tout en répondant intérieurement que « She had done nothing wrong ».
Il a ajouté: It is extremely difficult to determine with certainty what symptoms, if any, Mr. Innes was experiencing at that point in time. Les dossiers médicaux indiquaient qu'Innes avait reçu un diagnostic de maladie de Crohn, une affection intestinale chronique qui avait conduit à son hospitalisation en février 2021 à l'hôpital Ninewells de Dundee. Un traitement à base de stéroïdes lui avait été prescrit afin de gérer la maladie. Devant le tribunal, l'avocat de la défense, Brian McConaughey, a soulevé la question de savoir si Innes aurait pu présenter une instabilité psychologique comme effet secondaire des stéroïdes, soutenant que celui-ci affirmait avoir perdu le contrôle en raison du médicament. Une dose de 40 mg par jour lui avait été prescrite. Mais des témoins ont déclaré qu'il avait augmenté lui-même la posologie dans les jours précédant les faits. Les procureurs ont répliqué que la préparation d'Innes, notamment l'achat d'un marteau au magasin B et Q, démontrait une conscience claire et une action intentionnelle, ce qu'ils considéraient incompatible avec l'argument d'une altération mentale grave. Le docteur Gordon Cowan a poursuivi son témoignage en indiquant que si une personne souffrait réellement d'un trouble mental sévère susceptible d'entraîner un préjudice grave envers autrui, il serait peu probable qu'elle puisse fonctionner normalement sans attirer l'attention. Il a déclaré au tribunal: There is logic in his thought processes. So, I do not necessarily see this as evidence of a psychotic illness. Le Dr Cowan a également souligné que, bien que l'instabilité psychologique induite par les stéroïdes soit un effet secondaire reconnu mais rare, aucun cas n'avait été enregistré au sein du système NHS-Tayside au cours des 12 mois précédents, et que la plupart de ses collègues n'avaient jamais rencontré une telle situation au cours de leur carrière. Il a expliqué qu'en septembre 2021, lors d'une évaluation au centre de détention, Innes s'était entretenu avec des membres de sa famille et avait montré qu'il comprenait le concept de Medication-Related Psychological Instability. This was the first time he appeared to recognize this phenomenon and to think it might explain what happened to him, a déclaré le Dr Cowan au tribunal. D'autres experts ont suggéré qu'Innes présentait des traits associés au spectre de l'autisme, mais après avoir examiné l'ensemble du dossier, Lord Beckett a estimé que ces caractéristiques ne le rendaient pas enclin à un comportement violent et ne réduisaient pas sa responsabilité pénale pour ses actes. L'un des moments les plus éprouvants du procès est survenu lorsqu'un entretien préalablement enregistré avec Jane Doe a été diffusé au tribunal. Andrew caused Jellica's death while we were playing hide and seek, a déclaré l'enfant. Elle a ajouté qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, seulement que tout s'était déroulé très rapidement et avait été terrifiant. Jane Doe a également décrit les graves atteintes qu'elle avait subies. Le témoignage était si bouleversant que la salle d'audience est restée silencieuse. Et les jurés se sont vus proposer un soutien psychologique pour les aider à assimiler ce qu'ils avaient entendu. Confronté aux accusations relatives à Jane Doe, Andrew Innes a soutenu que le récit de l'enfant était inexact et comportait des incohérences. Il est allé plus loin en affirmant que ces descriptions étaient illogiques, déclarant « If I wanted to silence that child, I would have used an actual gag ». Innes a également indiqué au tribunal que si la police était arrivée 24 heures plus tôt, elle aurait tout découvert et que « things would have been different ». Toutefois, ces arguments n'ont pas modifié les faits. Après 5 jours d'audience, l'accusation et la défense ont présenté leurs conclusions. Sur la base de l'ensemble des éléments de preuve et des témoignages, Lord Beckett a demandé au jury d'examiner attentivement chaque chef d'accusation. Après seulement 2 heures et demie de délibération, le jury a rendu son verdict final. Andrew Innes a été reconnu responsable d'avoir causé le décès des 2 victimes. Il a également été déclaré coupable des accusations liées à de graves atteintes commises à l'encontre de Jane Doe. Le procès s'est conclu par une peine de réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté minimale de 36 ans avant qu'Innes puisse être éligible à une libération conditionnelle. Vous avez assassiné une femme innocente et sa fille de 2 ans alors qu'elle vous faisait pas la confiance et vous accompagnait de Bristol à votre domicile à Dundee. Ces crimes figurent parmi les plus odieux jamais portés devant la haute cour de justice. Monsieur, compte tenu des circonstances, la peine pour les 2 chefs d'accusation de meurtre sera de 36 ans,
prenant effet rétroactivement au 8 mars 2021. Il ne s'agit pas d'une peine de 36 ans. Vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité et devrez purger au moins 36 ans avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Il appartiendra à la commission des libérations conditionnelles de décider de votre libération en tenant compte de la sécurité publique. Après près de 30 ans de service, le niveau de dépravation d'Andrew Ennis dépasse de loin tout ce qu'un shérif ou mes collègues ont pu observer. Non seulement il a ôté la vie à une jeune mère et à un enfant innocent, mais il a ensuite tenté d'échapper à la justice en enterrant les corps sous le plancher de sa cuisine. Il n'a montré aucun respect pour la vie humaine ni pour les souffrances infligées à leurs proches. Je tiens à remercier la famille de Ben et Angelica pour le courage dont elle a fait preuve tout au long de cette terrible épreuve. Et j'espère que cette condamnation contribuera à apaiser leur douleur. Merci beaucoup. C'est probablement l'une des affaires les plus horribles auxquelles mon équipe et moi-même ayons été confrontés. Et je tiens à féliciter tous ceux qui y ont participé. L'engagement et le professionnalisme dont nous avons fait preuve devraient permettre de rendre justice à Ben et Angelica. La National Crime Agency a qualifié ce crime d'exceptionnel. Et j'espère sincèrement que ce message sera lu par tous. La famille de Benny-Lynn Burke a parcouru des milliers de miles depuis les Philippines jusqu'au Royaume-Uni afin d'assister à l'intégralité du procès. Dans une déclaration adressée au tribunal, elle a affirmé que ce qui s'était produit constituait « an act of cruelty beyond anything we could ever imagine ». Elle a ajouté « We will carry forever the trauma and pain of what Benny-Lynn and Angelica were forced to endure ». Elle est décédée. Sa famille la regrette énormément. Leur perte est incompréhensible pour leurs proches aux Philippines. Des morts brutales qui hantent une sœur en quête de réponse. Ces paroles, traduites par une amie, socialiste, elle confie que ces 2 dernières années ont été très difficiles à vivre. Oui, enfin, j'ai ma mère, mais je pense qu'ils sont sous le choc et traumatisés de ne pas comprendre pourquoi c'est arrivé. Ils devraient éprouver plus de remords que d'apitoiement sur soi. La dépravation dont il a fait preuve est inimaginable. Pensez-vous pouvoir pardonner un jour à Andrew Ennis après cela? Oh, elle a dit qu'elle pouvait lui pardonner, mais seulement tant qu'il est derrière les barreaux et qu'il ne pourra pas en sortir. Le père de Benny-Lynn Burke, Benedicto Aquino, a déclaré qu'il pleure chaque jour et qu'il peine encore à accepter la réalité brutale des faits. « For me, I still haven't accepted that they are gone », a-t-il affirmé. Après la tragédie, la famille de Benny-Lynn Burke a entamé un nouveau chemin non pas pour oublier, mais pour transformer sa douleur en compassion et en action. Ensemble, ses membres ont commencé à soutenir et à promouvoir Kanlungan, une organisation caritative qui apporte assistance et protection à la communauté philippine vivant au Royaume-Uni. Kanlungan se consacre à l'aide aux personnes en situation de crise, en particulier celles touchées par des conflits domestiques ou des relations préjudiciables. Benedicto a déclaré « I have now decided to dedicate my life to protecting the rights of women and children ». Tout ce que Benny-Lynn Burke souhaitait était simple être aimée et vivre dans l'amour. Elle avait pris la décision courageuse de quitter son domicile aux Philippines pour s'installer dans un pays étranger, portant l'espoir d'un avenir meilleur pour elle-même et sa jeune fille. À ce jour, Sheila, la sœur de Benny-Lynn, appelle encore le numéro de téléphone de sa sœur simplement pour entendre sa voix familière sur la messagerie vocale. Elle affirme qu'elle n'oubliera jamais Benny-Lynn, ni la petite Angelica, car « They will always be with me, wherever I go. I will always be with them. » Ce ne sont pas seulement les paroles d'une sœur ayant perdu un membre de sa famille, mais la voix d'une famille à jamais liée par l'amour, le deuil et la mémoire, un rappel que, même lorsque les êtres que nous aimons le plus ne sont plus là, leur amour continue de vivre dans ce monde. Benny-Lynn Burke et la petite Angelica ont perdu la vie dans une tragédie que personne ne devrait jamais avoir à traverser. Elles ont fait confiance, elles ont espéré, et elles voulaient simplement être aimées, et cette confiance a été trahie de la manière la plus cruelle. Cette histoire n'est pas seulement un documentaire de faits divers criminels.
C'est un rappel puissant de ce qui peut se produire lorsque l'indifférence et le silence prennent le dessus sur la compassion humaine. Andrew Innes passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais la sentence la plus lourde demeure celle de la conscience. Aujourd'hui, en mémoire de Benny Lynn et de Jellica, que leur histoire soit un symbole de justice pour les enfants et un appel à protéger les plus vulnérables. Chacun de nous a la responsabilité de s'exprimer, de partager et d'agir afin que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. Il ne s'agit pas seulement de justice. Il s'agit de protection de l'enfance, d'humanité et de la construction d'un monde où l'amour et la compassion l'emportent sur l'obscurité. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux questions de justice, de responsabilité et de protection des enfants. Elle n'a pas pour objectif de choquer ni de susciter le sensationnalisme. Merci d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications afin de nous rejoindre dans nos prochains épisodes de documentaires criminels où chaque histoire se veut une voix pour la justice des enfants, pour la protection de l'enfance et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.